Allez, c'est la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec William Higgins. William, bonjour. Bonjour. William, vous êtes le président d'Indépendance et Expansion AM. Vous êtes une petite maison de gestion française, ce que les anglo-saxons appellent une boutique. Première question, qu'est-ce que vous pensez de l'environnement? C'est un peu anxiogène, là, quand même. L'environnement n'est pas plus anxiogène que d'habitude, en fait. Ouais. Le monde est fondamentalement incertain. Et pas plus incertain aujourd'hui qu'il y a 2 ans? Non, parce que maintenant, on sait que les catastrophes se produisent régulièrement. Le Covid, l'élection de Trump et ce qu'il a fait après. Poutine. La guerre en Ukraine. Donc, bon, le monde est incertain, mais il l'a toujours été. Bon. Ça veut dire que vous, pour gérer vos fonds, vous ne vous préoccupez pas de la macroéconomie? Non, en fait, quand j'ai commencé, j'étais plutôt un économiste macro. Ouais, et j'ai découvert assez rapidement que ça me servait strictement à rien dans le choix de mes valeurs. Donc, effectivement, nous regardons simplement les sociétés. Et bon, il y aura des périodes mauvaises et des périodes bonnes en fonction de la conjoncture. Et on raisonne en conjoncture moyenne. En fait, vous êtes ce qu'on appelle un stock picker. Alors, je ne suis pas un stock picker. Non plus. Non, je refuse ce terme parce que les stock pickers, c'est des gens, vous ne savez pas ce qu'ils vont acheter demain. C'est-à-dire, globalement, ils achètent ce qui leur passe par l'esprit. Oui, on a l'idée qu'on se fait du stock picker, c'est le gars ou la nana en train de se raser le matin, qui a une idée et puis qui achète une boîte dont on n'avait pas entendu parler la veille. Oui, alors que nous sommes clairement qualité value, c'est-à-dire nous achetons des titres pas chers et ayant une forte rentabilité des capitaux engagés. D'accord. Donc c'est ça. La gestion, indépendance et expansion, c'est de la visibilité. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, vous êtes un petit peu prévisible, puisque vous obéissez à un set de règles quand même. Non? Oui, on pourrait... En fait, un jour, j'ai un gérant qui m'a appelé en disant « Je ne comprends pas, il y a la valeur X qui n'est pas dans ton portefeuille et qui est en plein dans tes critères. » Donc, voilà, je suis assez prévisible. D'accord. Vous ne faites pas de macro, mais en même temps, il y a de l'inflation partout dans le monde. C'est inquiétant, l'inflation, quand même. Alors, c'est inquiétant parce qu'effectivement, si les salaires ne suivent pas, ils ne suivront pas au début, il y aura une baisse du pouvoir d'achat et donc bon, la consommation va baisser et tout va aller mal. Qu'il y ait une augmentation du prix de l'énergie encore pire que l'inflation moyenne. Donc, bon, mais tout le monde le sait, on va entrer dans une période probablement de décroissance pendant quelques mois. On sait quand même... Pendant quelques mois, pas pendant plus longtemps. On verra ça dans quelques années. D'accord. Mais bon, la beauté du capitalisme, c'est que ça se redresse toujours. Donc un jour, ça se redressera. D'accord. Il faut faire le dos rond, il faut attendre. En attendant, les gens ont du cash. Vont tenter de se débarrasser de leur cash. Ça va avoir un effet sur certains segments du marché, que ce soit les matières premières, que ce soit l'or, que ce soit les actions. Oui, enfin, ce qui est surprenant, c'est que l'or baisse, mais disons, globalement, on peut s'attendre à ce que les gens diminuent leur cash, diminuent probablement leur exposition aux obligations. Et si nous avons beaucoup de chance, les gens se rappelleront que les actions, c'est un actif réel et que c'est une protection contre l'inflation. Et que ça se gère dans le temps. On le rappelle, hein, les actions, c'est pas pour faire un aller-retour, c'est des stratégies sur plusieurs années. Vous, les actions, vous les portez en moyenne combien de temps dans vos portefeuilles? Alors, dans le portefeuille, c'est 4 ans, ce qui veut dire qu'on a la plus vieille ligne date de 2006, en fait. D'accord. Et nous nous efforçons de ne rien faire, ce qui est extrêmement difficile. C'est difficile parce que des fois, il y a des tentations. Il faut garder son self-control, il faut garder son calme quand on est gérant, c'est ça? C'est ça, et non, mais ne rien faire. Non, mais quand vous êtes au bureau, vous avez tenté. Enfin, c'est extrêmement dur de se dire je suis au bureau et je vais rien faire dans la journée, alors que de temps en temps, c'est une bonne stratégie. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut parler performance? Vous avez 2 fonds qui sont 2 fonds phares, Indépendance et Expansion, France Small et Europe Small. Cette stratégie qui consiste à prendre le temps en considération et parfois à ne rien faire, ça paye en termes de performance? Ça paye bien puisque le fonds Indépendance Expansion France est premier de sa catégorie sur 30 ans, mais on est très peu nombreux sur cette période. Oui, sur 30 ans, il y a peu de combattants. On est premier sur 23 en Europe. Donc, en bref, tout le monde meurt assez régulièrement. Sur
Et sur l'Europe, on est premier sur 3 ans. Ce qui est bien pour une boutique qui n'avait jamais acheté une action européenne avant 2018. Ce qui prouve que la stratégie d'investir dans les sociétés les plus rentables aujourd'hui, et quand on parle de rentabilité, c'est la rentabilité des fonds propres, ça marche. D'accord. En d'autres termes, si vous gagnez 17% sur vos fonds propres alors que le marché est à 7%, c'est qu'il y a des barrières à l'entrée et qu'elles ne devraient pas disparaître immédiatement. Allez, William Higgins, une toute petite dernière question. Vous gérez une maison, vous êtes un gérant de talent, votre maison a du talent, les gens vous font confiance, vous n'êtes pas éternel, à un moment vous allez partir, je ne vais pas dire que vous allez mourir, mais vous allez partir peut-être à la retraite. Je vais mourir, ça c'est sûr. On va tous mourir. Est-ce que la succession est assurée? La succession si William quitte les affaires, qui gère la boutique? Alors, la suite, c'est Victor, mon fils, qui nous a rejoint depuis 6 ans, qui prendra la suite. D'accord. Et qui travaillera avec Audrey Bacro, qui est là depuis 11 ans. OK, d'accord. Donc, il y a une équipe en place. William Higgins, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Benjamin Louvet. Benjamin, bonjour. Bonjour Frédéric. Benjamin, vous êtes le directeur des gestions matières premières chez Ophi AM. C'est compliqué les matières premières en ce moment. C'est un peu en train, on va dire, de corriger globalement, non? Oui, alors c'est un marché qui d'habitude ne fait pas trop parler de lui et qui ces derniers temps effectivement est au cœur de toutes les activités, Ça monte, de toutes les actualités. On a des problématiques sur l'énergie, bien évidemment, et sur un autre secteur qui est peut-être un peu moins regardé par les investisseurs, qui est le secteur des métaux et qui pourtant est un secteur crucial. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Comment que ça se fait que ça plonge comme ça, que ça corrige? Alors en fait, le marché a, au travers des métaux, beaucoup joué la thématique de la récession. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la récession en Europe est quasiment inévitable. On a une situation qui est également compliquée aux États-Unis. On ne sait pas encore si on parlera juste de récession technique ou si on rentrera vraiment dans une situation plus complexe. Et puis, on a un dernier point, c'est la Chine. La Chine consomme aujourd'hui pratiquement 50% de tous les métaux de la planète. D'accord. Et aujourd'hui, avec la politique zéro Covid, voilà, et avec la politique zéro Covid, vous avez des politiques de stop and go avec des confinements qui sont décidés. Aujourd'hui, 300 millions de personnes. On a 300 millions de personnes qui sont sous différents types de confinements en Chine. Et ça pose un vrai sujet parce que ça ralentit l'économie et donc la consommation de métaux. Donc, tous les prix de ces métaux aujourd'hui sont tirés à la baisse. Et puis, effectivement, il y a le marché des matières premières, les métaux, et puis ça impacte toute la chaîne de valeur aussi, les industriels. Alors, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête parce qu'aujourd'hui, le marché a pricé cette partie effectivement récessive, donc moins de consommation de métaux, mais la crise qu'on connaît actuellement sur les matières premières et notamment sur l'énergie est en train de rejaillir partout, et notamment sur le secteur industriel. Juste pour vous donner un exemple pour bien comprendre. Produire de l'aluminium consomme beaucoup d'électricité. Aujourd'hui, on est monté jusqu'à 1 000 € le mégawattheure d'électricité. Il faut 15 mégawattheures pour faire 1 tonne d'aluminium. Ce qui veut dire que pour un industriel, produire 1 tonne d'aluminium, aujourd'hui, ça lui coûte grosso modo 15 à 16 000 €. Aujourd'hui, 1 tonne d'aluminium, ça vaut 2 200 à 2 300 $ la tonne. Il y a un effet squeeze, on comprend le problème tout de suite. Et donc, il y a plein de capacités de raffinage, des fonderies en Europe qui ferment depuis le début de l'année. C'est un problème à court terme, moins de matières premières disponibles. C'est aussi un problème à long terme, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. La transition énergétique revient à passer d'une dépendance aux énergies fossiles à une dépendance aux métaux, puisque faire de l'énergie avec du vent ou avec du soleil, ça nécessite un transformateur qui est fait principalement de métaux. Donc on est aussi en train, en Europe, à cause de cette crise, de se préparer des lendemains difficiles, alors qu'on avait dit qu'il fallait investir dans ce secteur. Il y a beaucoup de capacités qui sont en train de fermer. Et réouvrir ces capacités est quelque chose de très complexe et de très long. Donc, ça peut nous poser en plus des problèmes à plus long terme. Parce qu'on est sur des raffineries et qu'il y a des fours, et une fois qu'on les a éteints, ça ne se rallume pas comme un diesel. On ne claque pas des doigts, ça peut prendre jusqu'à 12 mois et ça coûte plusieurs dizaines de millions de dollars. Et donc, on envisage même que certaines de ces capacités ne puissent jamais rouvrir. Et donc, ça produira encore plus de contraintes sur l'économie à moyen terme. Vous parliez de transition énergétique. C'est vrai que c'est vu un petit peu comme un Eldorado. Est-ce qu'on peut avoir des perspectives un peu, pas d'optimisme, mais
Où sont les zones de croissance de la demande quand même dans cet environnement? Vous nous dites, les Chinois confinent, donc ça consomme moins. Les industriels, avec le prix de l'électricité, ferment des unités de production. On a l'impression que tout est en train de se verrouiller et que c'est une thrombose. Oui. Alors d'un côté, vous avez une réduction de consommation, de l'autre côté, la fermeture des capacités, c'est une réduction de l'offre. Donc ça devrait plutôt aider les prix à remonter. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est très important, c'est que les investisseurs ont l'habitude de regarder des métriques qui sont toujours un peu les mêmes. Et notamment en Chine, on regarde beaucoup l'immobilier. L'immobilier va mal en Chine, donc il y a une baisse de consommation. Si on prend l'exemple du cuivre, depuis le début de l'année, il y a eu une baisse de consommation assez sensible en Chine sur le cuivre. Mais ce que le marché regarde moins, ce sont les nouvelles consommations, et notamment dans le secteur des technologies vertes, où là, on est obligé d'avancer à marche forcée, ralentissement économique ou pas. Il faut installer des éoliennes, il faut installer des panneaux solaires, il faut développer la voiture électrique. Là, il y a de la demande. Et donc, si on regarde effectivement en Chine, ce qu'on constate, c'est que depuis le début de l'année, la croissance de la demande dans ces technologies vertes pour le cuivre est supérieure à la destruction de demande dans le secteur immobilier. D'accord. Et donc, globalement, l'équation est plutôt positive. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans les chiffres. Si vous regardez les stocks de cuivre ou les stocks de zinc, par exemple, aujourd'hui, vous verrez que on a beau être en crise, on a beau avoir des ralentissements un peu partout, ces stocks continuent à diminuer et sont sur des niveaux historiquement très faibles. Ça se voit aussi dans les prix à terme, qui aujourd'hui montrent qu'on n'est pas dans une situation de surproduction qui justifie des prix comptants qui soient très faibles. Et donc, nous, on pense que tout ça fait qu'à la moindre étincelle de croissance, en Chine, en Europe ou aux États-Unis, très vite, il va y avoir une tension qui peut faire remonter ces prix très, très vite. Sur le moyen terme, Frédéric, il y a un truc très important. On va avoir une demande de métaux très importante. Le FMI a publié, le Fonds monétaire international a publié un white paper sur ce sujet, donc une étude sur ce sujet, en octobre de l'année dernière, où ils essayaient de voir quel pourrait être l'impact sur la consommation de métaux et sur le prix des métaux de la transition énergétique. Pour eux, ils ont étudié 4 métaux, le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Oui, la conclusion, les 3 premiers métaux, lithium, cobalt et nickel, devraient connaître d'ici 2030, sur les 8 prochaines années, c'est 8 ans, une appréciation de, je cite, quelques centaines de pourcents. Et le prix du cuivre devrait progresser de 60%. Et d'ajouter, attention, ces estimations sont conservatrices, si nous nous trompons, les hausses seront plus importantes que ça. Donc il y a là un énorme potentiel et un moyen peut-être différent de jouer la croissance de la demande liée à la transition énergétique. Il faut faire le dos rond. C'est une affaire de quelques mois, quelques trimestres. Alors, c'est là que la lisibilité est difficile, parce qu'on ne sait pas quand la situation en Chine sur le plan du Covid va se régler. Mais on peut penser qu'effectivement, il faut faire le dos rond pour les quelques mois qui viennent. Et pour ceux qui ne sont pas investis dans ce secteur, c'est peut-être le bon moment de rentrer. Il y a une fenêtre dans les 3 à 4 mois qui viennent, mais compte tenu des perspectives de performance pour les années qui viennent, c'est probablement le bon moment de rentrer. Ok, c'est très clair, Benjamin Louvet. On fait le dos rond, voire des fenêtres d'entrée sur le marché pour ceux qui n'y sont pas encore. Merci Benjamin d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Annelise Elmer. Annelise, bonjour. Bonjour. Annelise, vous êtes la directrice du pôle assurance finance d'InfoPro Digital. Vous êtes surtout la patronne de Patrimonia qui va bientôt s'ouvrir à Lyon, 29e édition. Tout à fait, les 29 et 30 septembre au Centre des Congrès de Lyon. C'est quoi les grands sujets d'actualité qui vont traverser Patrimonia cette année? Alors, on s'est attaché avec le comité d'experts de pouvoir effectivement rejoindre l'actualité. Elle n'est pas effectivement très heureuse en ce moment, malheureusement. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, mais l'idée, c'est de pouvoir protéger plus que jamais et valoriser le patrimoine des Français. Du coup, on va notamment, à travers la première conférence plénière qui aura lieu donc le jeudi 29 à 9h30, s'attacher à voir comment répondre à ces réveils de menaces du passé, donc avec la guerre en Europe. Des choses qu'on pensait inimaginables. Tout à fait. La pénurie des matières premières, voilà. Donc là, vous étiez des taux d'intérêt. On était en plein dedans ce matin, avec des nouvelles annonces d'ailleurs. Et puis, on est peut-être effectivement à l'aube d'un nouveau cycle économique. Donc, c'est vraiment comment aider les CGP et du coup forcément les Français à se préparer à ce nouveau cycle. Avec, on aura notamment l'intervention de Jacques Attali, Patrick Artus et puis Thierry Pouche pour donner effectivement chacun leur éclairage sur ce sujet. Mais on va aussi parler d'autres choses. Il y aura on ne peut pas être que défensif. C'est bien de préserver le patrimoine, mais c'est important. Mais il y a un moment, il faut aussi être proactif.
Complètement. Et dans les sujets un peu novateurs, bon, on va parler d'immobilier et d'ISR, avec notamment Michel Papalardo, qui est donc la présidente du label ISR, Henri Buzicazo, que je ne présente plus. Donc ça, c'est un autre grand temps fort qui aura lieu effectivement le jeudi après-midi. Et puis, autre sujet, mais pas des moindres, la finance positive des PME et PMI. Donc là, on accueille Fanny Laitier, donc, qui sera présente le vendredi matin sous forme de conférence émulative, de conversation. Et dernier grand sujet, et pour pas des moindres, les cryptos, parce qu'effectivement, les cryptoactifs, danger ou Eldorado, c'est un vrai sujet. Et on aura en préambule, et c'est important, l'éclairage de Claire Castanet de l'AMF, qui viendra donner le point de vue réglementaire. Et puis ensuite, dans cette table ronde, il y aura notamment Faustine Fleury, qui est présidente de la DAN, Owen Simonin, enfin je ne vais pas tous les citer. On ne va pas tous les citer. Voilà. On le rappelle, Patrimonia, c'est la grande messe des CGP. Oui. En juin dernier, vous aviez fait un sondage auprès des Français sur leur rapport au CGP, les freins ou ce qui les inspirait. Alors, effectivement, on a voulu, c'était important pour nous, c'est le premier sondage que Patrimonia a fait, pour voir quelles étaient finalement leurs relations avec les CGP, comment ils géraient finalement leur patrimoine, et c'était au mois de juin, donc c'était déjà compliqué. Et donc, on a remarqué dans ce sondage quand même qu'il y avait 47% qui envisageaient d'eux, dont 25% sérieusement à faire appel à un CGP, mais c'est-à-dire que la majorité ne le fait pas pour l'instant. Dans les freins qui sont identifiés, le premier, c'est le fait de faire confiance à un tiers. Donc ça reste effectivement une inquiétude des Français. En France, on continue à faire confiance à son banquier. Mais non, parce que là, pour le coup, les banquiers, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Bon. C'est pareil. on a posé les questions. Hein, donc, ce sont les mêmes réponses et les mêmes freins. D'accord. Comment les CGP peuvent justement dépasser cet a priori des particuliers qui sont un peu méfiants? Alors, il y a la confiance. Est-ce qu'on peut leur donner des conseils? Je pense que, justement, c'est l'objectif de Patrimonia, d'éclairer les CGP sur ces inquiétudes et comment mieux répondre et mieux, finalement, apprendre à s'informer, communiquer pour aider justement mieux les CGP à informer les Français. Parce que dans les autres craintes qui apparaissent dans ce sondage, je parlais de la confiance, mais il y a aussi notamment le fait que ce soit réservé plutôt à des grandes fortunes et que ça coûte cher. Donc là aussi, il y a un travail pédagogique qui est à mener et on va s'attacher à le faire, notamment avec plus de 110 prises de parole cette année sur Patrimonia. Oui, l'idée qu'effectivement, c'est réservé aux ultra-riches. En fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. Et puis, il y a des niveaux de services qui s'adaptent. Une autre actualité, je crois, sur Patrimonia, c'est que vous lancez cette année des trophées. Oui, ça va être la première. Première édition, aussi bien pour récompenser des exposants, des fournisseurs, entre guillemets, mais aussi des CGP. Tout à fait. On est très fiers de lancer nos premiers trophées Patrimonia, dont la remise des prix aura lieu le vendredi à 14h dans l'auditorium. Et donc, on récompense 2 catégories au niveau des CGP. Une catégorie qui est donc le CGP le plus innovant. La deuxième qu'on appelle la relève. Donc, c'est un peu les jeunes, effectivement. C'est les jeunes pousses. Exactement. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on a 3 catégories pour récompenser nos partenaires exposants. Côté innovation digitale, c'est un sujet. Côté, effectivement, entreprise responsable. Donc ça, c'est aussi un autre sujet important. Et le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est comment bien accompagner et donc le meilleur service client apporté à ces CGP. Oui, parce que effectivement, Patrimonia, c'est le rendez-vous des CGP, c'est le lieu pour rencontrer les fournisseurs. Et en matière de placement, il y a une dimension, entre guillemets, produit, mais il y a aussi une dimension conseil. Tout à fait. Qui est essentielle, surtout quand on traverse des périodes un peu tumultueuses. Concernant ces trophées pour les CGP, il y a les plus innovants, il y a les espoirs. Tout à fait. Les espoirs. Comment vous allez soutenir, comment on peut soutenir des jeunes CGP qui se lancent dans cette aventure entrepreneuriale? Alors, il y a plein de pistes, mais je pense que je ne vais pas toutes les donner. Je vous invite à venir sur le salon, sur la convention, parce qu'il y a plein de réponses possibles et j'en ai pas une à vous donner. Et puis, ce sont les professionnels qui répondent le mieux. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut venir sur Patrimonia cette année. Il y a effectivement notamment des débats d'experts, des conseils de pros, le podium, enfin tout un tas de prises de parole. La Digital Factory qui, elle aussi, va répondre sur ces enjeux digitaux. Donc, il y a tout un tas de réponses qui seront apportées pendant les 2 jours de la convention. Donc, je vous invite surtout à y venir. C'est très clair. Anne-Lys, on viendra à Patrimonia. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À très bientôt.